Ben merci d'avoir accepté de venir Ça fait plaisir. dans le Je trouve ça sous-sol. magnifique. J'adore la mise en scène. Ouais, parfait. Ben on vient parler de plusieurs choses, là, d'un projet qui sort, d'un de tes projets qui sort bientôt. Mais avant ça, comme on aime faire, j'aimerais parler un petit peu de ton parcours, puis de qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te ramasses ici dans ce sous-sol aujourd'hui. Plein de bons choix. Oui, c'est ça. Tu as suivi tout le bon itinéraire de vie. Ton rapport à YouTube, puis ton historique aussi, comment, où tu retraces ça, les premières vidéos YouTube que tu as regardées peut-être? C'est quand même drôle cette anecdote-là, mais OK. Moi, je suis vraiment génération genre Children of YouTube. Là, tu sais, c'est genre... la première fois que je suis allé sur YouTube ever, c'était dans le lobby d'un hôtel à Mont-Tremblant. Il y avait à Saint-Jovite, là, pas Mont-Tremblant, maintenant ça s'appelle Mont-Tremblant, ça s'appelait Saint-Jovite. Puis il y avait dans le lobby, il y avait un PC, tu sais, back then, avant que le monde ait des laptops, tu sais, il y avait un ordi, genre free use, que le monde pouvait aller, genre checker des courriels, genre juste pour les clients de l'hôtel. Puis moi, je monopolisais cet ordi, genre quand j'étais là. Puis fucking Saddam Hussein venait de se faire pendre, right? Oh, shit. Puis là, mon père me parlait de ça, j'écoutais les nouvelles, tout le monde parlait de ça. Puis j'avais soit entendu une nouvelle ou entendu quelqu'un dire qu'il y avait une vidéo de ça out there. Fait que là, sur YouTube. Mais je savais pas comment écrire YouTube, je savais pas. Tu sais, dis-toi, j'ai genre 8, 9 ans. C'est vraiment genre YouTube, comme, je sais pas quand il s'est fait pendre, actually, je pense que c'est 2008, 9, genre dans ce coin-là. Puis, fait que là, je demande au réceptionniste de l'hôtel comment qu'on écrit YouTube. Puis là, je vais sur YouTube et je cherche littéralement la vidéo de Saddam Hussein qui se fait pendre. Ça, c'est Fait que c'est comme tellement absurde comme histoire que je me rappelle, ben, j'ai dû apprendre comment écrire YouTube, right? Puis après, c'est pas ça qui a shapé ma relation avec ce site, mais plus tard, genre, fait que disons vers 12, 13 ans, fait que secondaire 2, fait que c'est plus 13, 14. C'était le début du MCU, genre de Marvel, Iron Man qui sort. Puis moi, j'étais full into les comic books, vraiment de super-héros. J'aimais full Batman, tu sais, c'était Dark Knight Trilogy qui se passait dans ces années-là. Fait que là, à un moment donné, j'ai checké un film de super-héros, puis j'ai juste écrit le nom dans YouTube, puis il y avait des movie reviewers, genre des espèces de nerds américains qui faisaient de la critique de cinéma, mais vraiment d'un point de vue geek nerd. Genre, tu sais, moi j'appelle ça le Funko Pop Community. Là, tu sais, il y a genre, ils ont des Funko Pop derrière eux, ils parlent de Star Wars, tout ça. Fait que là, j'ai commencé à écouter des YouTubers vraiment de movie review américains. Fait à l'adolescence, ça a été le premier écosystème YouTube dans lequel j'ai baigné. Il y avait comme Jeremy Jahns, Chris Stockman, Beyond the Trailer, Screen Junkies, toutes ces affaires-là. Comme je pourrais en nommer d'autres, I guess, j'essaie de penser, mais c'est ça, fait que c'est ça que j'écoutais le plus sur YouTube. Puis ces gens-là, ils faisaient du content ensemble. Fait que c'est comme ça que je découvrais d'autres YouTubers. Puis il y avait comme une série sur Screen Junkies qui s'appelait Movie Fights, que c'était des débats sur les films, mais pas genre c'est quoi le meilleur, le grand cinéma. Tu sais, c'est comme qui gagne dans un combat, genre Han Solo ou genre Batman. Est-ce que Jaws est meilleur que Jurassic Park? C'est vraiment pop culture, genre pas Beaux-Arts. Non, pas un débat, un peu comme Epic Rap Battle, là, je sais pas si t'as vu ça passer. Ouais. C'est ça, mais tu vois, Screen Junkies, c'est eux qui faisaient les Honest Trailers. Tu te rappelles de ça? C'est ça, fait qu'eux, il y avait une autre émission qui s'appelait Movie Fights. Fait que là, j'engageais vraiment, à l'adolescence, c'est mon premier rapport avec YouTube. Fait que ça, tout était américain. Puis là, ça a lead up à genre l'avènement du comme commentary community sur YouTube. Fait que genre tout le iDubbbz era, H3H3 era, Leafy is here era, genre tout ça, moi je suis un ado, c'était fait pour moi, tu sais. Fait que c'est ça mon rapport avec YouTube essentiellement. Puis là, c'est arrivé Trump, là, tu sais, j'étais full Philippe DeFranco, genre les gens qui parlent d'actualité, qui politique. Fait que mon feed a commencé à se politiser, graduellement. Puis, est-ce qu'il y avait des YouTubers keb qui fitaient cette case-là ou non? À l'adolescence, zéro. J'ai pas checké de YouTubers. Ça a pris que je commence à faire du YouTube québécois pour que je check du YouTube québécois. Toutes mes influences sur YouTube sont américaines. Puis même pas françaises ou du Royaume-Uni. Là. C'est vraiment américain. C'était américain. Puis, ben, dans le fond, peut-être que t'es ce pionnier-là qui est peut-être venu combler ce manque-là. Ben, The Commentary, ma chaîne, c'est la première chaîne de YouTube Commentary au Québec, en français. Pionnier, yo. J'ai découvert les commentaries francophones. Mais c'était ça un peu l'idée, tu sais, si on poursuit, là, fait que là, j'ai déménagé en appart en genre 2017-2018. Avant ça, 2016-15, moi, je vais au cégep. Puis je deviens à fond dans le rap américain parce que qu'est-ce qui s'est passé à la fin de mon secondaire, c'est que je suis tombé, genre, j'ai découvert comme vraiment
mon amour pour la culture afro-américaine, que j'avais pas à l'enfance. Tu sais, j'ai écouté 50 Cent au début des années 2000, mais je dirais pas que je m'identifiais à cette culture. J'aimais le rap, mais tu sais, c'était plus le EDM qui était populaire. Puis mon frère, il faisait du EDM, fait que j'avais les goûts de mon grand frère, genre, il produit de la musique. Fait que, tu sais, j'aimais Avicii, puis genre, Swedish House Mafia, puis j'étais pas dans le rap du tout, mais comme quand j'étais arrivé, genre, secondaire 4, 5, et puis là, tu vois, j'aimais Dead Obies. C'est un premier rapport culturel Keb, genre, post-internet, parce qu'avant ça, c'était la télé, puis Vrac TV, ça, je compte pas trop, mais, fait que là, j'aimais full Dead Obies, mais j'aimais full le rap américain, puis c'était le prime du rap américain. Fait que là, j'ai commencé à écouter full de podcasts de rap, j'écoutais Combat Jack, j'écoutais Brilliant Idiots, Charlemagne, le Breakfast Club, puis j'écoutais une chaîne YouTube qui s'appelle Zius and Bilou, qui est genre des gens qui reactent à des vidéos de rap. C'est du très low effort content. Mais là, j'ai juste eu une espèce d'impulsion avec un de mes amis du cégep, commencer à react à des vidéos de rap sur YouTube. Mais cette chaîne n'est plus sur YouTube. Mais ça, c'est actually la première chaîne YouTube que j'ai faite. OK, avant Mère de Laval. Ouais, genre 3-4 ans avant Mère de Laval. OK. Puis c'était du low effort. C'était vraiment... c'était nous qui react. Genre, tu sais, back then, c'était genre XXXTentacion, c'est tout le SoundCloud rap. Fait qu'on reactait à ça, on donnait nos opinions, puis on parlait de basket. Okay. On parlait des Cavs, puis de LeBron James, Steph Curry, on parlait de basket. En français? En anglais. Ah ouais, OK, intéressant. Parce que moi, culturellement, dans ces années-là, je m'imaginais comme un citoyen du monde. J'appartenais comme à l'Amérique du Nord. Je me voyais aller faire de la radio sportive en anglais aux États-Unis. Ah ouais, OK. J'étais pas comme rattaché au Québec culturellement dans ma tête, en tout cas. OK, c'est fou que tu te projetais à radio, genre à Houston ou genre, non, mais je m'imaginais être un small market radio guy. Tu sais, the Eagles lost today. What we're gonna do about the Eagles, blablabla. Tu voulais être le BPM Sport, genre mais tu sais, faut que tu m'imagines si je suis un joueur de foot aussi. Ouais, OK. Puis c'est ça le cadre beaucoup de ma vie back then, c'est je suis un joueur de foot, mais j'ai mon côté genre nerdy, je veux étudier en génie logiciel, j'ai étudié en sciences informat au cégep, j'ai full aimé social network à 15 ans. Fait que je veux créer des médias sociaux, tu sais. Je pense que Social Network, c'est le Wolf of Wall Street des geeks, genre. Ouais. J'ai checké les deux, mais je te dis, lui qui m'a mis au point de genre aller en sciences informat au cégep, c'était fucking Social Network, genre. OK. Ah non, c'est fou, je savais pas qu'il y avait ton côté, genre, programmatique, là, ou genre, infrastructure. Fait que tu t'intéresses quand même depuis longtemps aux infrastructures médiatiques. C'est-à-dire que tu es entré par le biais de, je veux pas nécessairement produire du contenu, mais je veux comme penser les architectures de comment le contenu circule, puis... Ouais, mais j'étais juste vraiment fasciné par le codage. C'est ça que dans le social network, moi, qu'est-ce qui m'avait le plus fasciné, c'était la programmation. J'étais comme, c'est quoi cette langue, c'est quoi ça? Puis là, quand j'ai appris à coder au cégep, j'ai full aimé ça les premières années, mais je voyais que genre, c'était pas comme j'aimais conceptuellement ça, mais est-ce que je me voyais comme grind le code? Puis maintenant, le monde, il vibe code avec du AI, c'est plus la même affaire. Mais tu sais, moi, quand j'étais au cégep, pour nous évaluer, parce qu'on codait dans Visual Studio, puis c'est full friendly. Genre, tu sais, tu commences un mot, puis ça le termine. Puis genre, quand il y a une fonction, il y a un menu déroulant. Genre, tu vois, ça t'explique c'est quoi. Puis là, pour nous faire être sûr qu'on a bien compris, genre, il fallait écrire du code à la main. Puis ça, c'est l'affaire la plus crazy. C'est infernal. Hein? C'est ça, genre. J'espère qu'ils font plus ça. Peut-être qu'ils font encore ça au cégep. Ouais, là, ils sont tous remplacés par des AI. Mais ouais, je réalise que, tu sais, j'ai pas réalisé que j'étais fasciné par les médias jusqu'à temps que je commence à faire YouTube. Mais en rétrospect, tu sais, mettons mon émission de télé préférée à l'enfance, préférée ever, c'est juste la TV. Ou est-ce que c'est genre du monde qui s'assoit puis il parle de télévision. Il parle de télévision. J'ai pas vu aucun des shows, genre. Mais j'adore écouter du monde, décortiquer les codes d'écoute, puis comme les médias, puis qu'est-ce que Marc Cassivia aimait, puis Thérèse Parisien, puis Nathalie Petrovski, des figures que genre qui voulaient pas vraiment dire quelque chose pour moi. Je les ai connus juste pour ce show-là. Ouais. Fait que tu les écoutais parallèlement à tes YouTubers. C'est avant. Ouais, avant que je disengage la télé, fait que genre comme vraiment à l'enfance. Mais c'est vrai que ce genre d'émission-là, au final, c'est un peu du commentary, mais juste organisé puis rodé. C'est de l'analyse médiatique de la télé, parce qu'il parlait aussi beaucoup d'industrie. Tu sais, moi j'aimais ça comme quel producteur, quelle compagnie de prod, quel diffuseur. Je commençais à comprendre genre le landscape. Éventuellement, tu as commencé à intégrer un peu plus ce monde-là des médias. Tu m'avais rapidement glissé un mot que tu avais essayé d'aller étudier à l'UQAM en médias. Tu avais trouvé ça comme un peu sclérosé, peut-être, comme genre d'institution puis d'études des médias. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton passage là? Dans le fond, je rentre à l'UQAM après avoir drop out de Concordia. Genre, j'étais supposé rentrer genre en philo, Western Society and Culture. C'était comme un liberal arts programme.
j'ai drop out parce que j'étais comme, je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire dans la vie. J'ai pris une année. Genre, j'ai juste travaillé dans des centres d'appel. Genre, j'ai juste get une job. J'ai move out. J'ai déménagé chez mes parents. Puis après, je rentre à l'UQAM en étudiant libre. Puis là, je suis comme, OK, je veux me trouver un bac. Je veux faire un bac, mais je sais pas quoi. J'ai des champs d'intérêt qui est comme les communications, la science politique, puis la philosophie. Fait que je fais 2 sessions où est-ce que je me prends des cours dans chacune de ces sujets-là, disciplines-là. Puis je prends des cours de com, dont le cours qui est comme basic, genre com 101, là, genre le premier cours du bac en com. Puis il y a comme 5 chapitres qui est comme la radio, la télé, le CRTC, whatever, c'est comme tout juste des grands espèces de pans de la communication. Puis le dernier chapitre, c'est Internet, right? Puis mind you, on est genre en 2019. Fait qu'on n'est pas comme en 2005, tu sais, on est en 2019. On est en 2019, puis finalement, toute la session, j'attends le segment sur Internet, parce que là, je suis très méta à propos de YouTube, genre, tu sais, c'est juste avant que je commence. Fait que j'ai comme quand même une réflexion sur tout ça. Puis le cours, puis le chapitre sur l'Internet, finalement, il dure 15 minutes d'un cours, on n'a même pas eu le temps. Tu sais, la session, c'est 15 semaines, on n'a même pas eu le temps, puis il dit des affaires, tu sais, comme un peu saugrenues, dated, le PowerPoint, clairement, il y a comme 8 ans, mais en 2019, un PowerPoint de 8 ans, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Fait que là, pendant son cours, genre, je lève la main, puis je fais des jokes, tu sais, comme, pas des jokes, genre, en mode secondaire, mais je pose des questions qui le font mal pareil parce qu'il sait pas de quoi il parle. Puis là, la classe rit à un moment donné, puis là, le prof, après ce cours-là, il m'enligne. Je suis comme au milieu, le fond de la classe. Après, quand tout le monde se lève, il me dit « Vous êtes qui, vous? » Puis là, je suis comme « Mounir Kadouri, whatever. » Il est comme « Vous étudiez en quoi? » Puis je regarde, puis je suis comme « Je suis étudiant libre. » Il part à rire. Il est comme « Vous irez écrire mon nom sur Internet, vous verrez. » Puis genre, tu sais, c'est comme... C'est un prof de com encore. Je vais pas le snitch de même, mais il a travaillé au CRTC, il a été sur plein de CA, plein d'affaires. Il a comme une espèce... Puis genre, ça m'a comme complètement, genre... ça m'a turn off. J'étais comme, t'es en train d'enseigner un monde qui n'existe plus. Déjà, à ce moment-là, c'était comme ça que je justifiais mon rationnel de pas étudier en com. Fait que c'est ça que j'avais appliqué puis rentré au bac en philo. Mais là, après ma chaîne YouTube, genre la session d'après, elle a commencé à fonctionner. Fait que j'ai décidé de drop out en mode Kanye. Ouais, college dropout. Puis à ce moment-là, quand la chaîne YouTube take off, c'est quoi comment tu te projettes dans le futur? Tu te dis genre je vais investir ça à fond, c'est quoi ton lifestyle à cette époque-là? Genre ça a pris combien de temps avant que ça devienne vraiment quelque chose de... C'est que dans le fond, j'allais encore à l'école, c'était le printemps, c'était à peu près à cette heure-ci de l'année. Puis l'UQAM, la faculté des sciences humaines de l'UQAM est en grève, mais ça a donné que ça a fait grève, semaine de lecture, grève, une journée, mais ça donne la journée que genre, puis le mois. Fait que là, j'ai eu comme une espèce de comme 3 semaines, presque 1 mois pas de cours, genre, à cause de grève. Puis dans ce mois-là, j'ai passé de comme 6 abonnés à genre 10 000 abonnés. Aïe, aïe, wow! Comme mon grind initial, je faisais 3 vidéos par semaine, basically. Puis comme vraiment, je pense que c'est le 21 mars 2019, j'ai eu 100 abonnés. Puis genre 1 mois après, j'avais 10 000 abonnés. C'est fou, ça. Fait que c'est comme vraiment... Après, je suis parti en voyage tout l'été, puis quand je suis revenu, j'ai décidé de pas rentrer. J'étais comme, faut que je grind YouTube. Comme, je voyais ça comme vraiment un once in a lifetime. J'étais accro à checker mes stats, genre, back then. Fait que j'étais comme... Même quand j'étais en voyage, je refreshais mon sub-count. Tu sais, dans le fond, sur YouTube, 80% de tes views viennent de la recommandation algorithmique de YouTube. Fait que dans ma tête, de moi à 21 ans, je trouvais ça tellement arbitraire. J'étais comme, comment ça pourrait s'arrêter demain? Ben, c'est qu'il est en train de me dire. Comme, j'avais pas tant confiance en ce qui m'arrivait. J'étais comme, ce serait pas nécessairement à cause que mes vidéos sont bonnes ou que le monde me trouve relatable ou whatever. C'est à cause que l'algorithme me choisit. J'avais cette idée-là en tête, cette paranoïa, que ça pouvait comme s'arrêter instantanément. Fait que là, j'étais comme, je peux pas slacker, je peux pas... Puis en rétrospect, est-ce que j'aurais dû finir mon bac? Mon père pense que oui. Je dis souvent, mon bac, c'est ma chaîne YouTube. Mais c'est ça, aujourd'hui, après tout ce parcours-là... Ah ben attends, parenthèse. Tu penses que ça a rapport avec la pandémie? Parce que si tu dis que ça a take off genre en 2019, c'était 1 an avant. Basically, fait que j'ai dit 21 mars 2019, fait que presque jour pour jour, 1 an avant la pandémie, j'ai eu 100 abonnés. Mais après, vraiment, la grosse croissance de ma chaîne, parce que, tu sais, j'étais arrivé en 2020, je pense que j'avais déjà comme 20 ou 30 000 abonnés, tu sais. Mais là, après, vraiment, le bulk de mes views s'est fait pendant la COVID, puis c'est sûr que ça a eu un impact, surtout sur moi, mon mode de vie, le fait que je suis là à parler de ce qui se passe sur Internet, puis là, tout le monde est sur Internet, puis tout le monde check ce qui se passe sur Internet.
Fait que le début de ma chaîne YouTube, il y a un vibe très actualité. Le monde l'utilisait comme ça. Beaucoup de nouvelles web, mais beaucoup de nouvelles des affaires publiques, tu sais. Fait que c'est comme, il y avait ce ramassis, c'était comme moi je le voyais vraiment comme ça, cette espèce de melting pot. Si tu as suivi toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, t'as pas une bonne lentille sur comme l'actualité, mais t'as quand même eu des bons moments, là. Il y a les highlights de ces années-là. Si c'est passé de quoi de gros, dans ces années-là, il y a clairement une vidéo de ma chaîne YouTube qui en parle. Ouais. Puis aujourd'hui, comment tu te perçois dans cet écosystème-là? Aujourd'hui, est-ce que tu analyses? Parce que là, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu as vécu clairement des années charnières aussi pour YouTube, là. Comme on s'entend qu'en 2015 puis 2020, YouTube, ça a complètement été, YouTube et les réseaux sociaux, puis tu as l'apparition de TikTok, puis comme tu dis, tu as la pandémie. Fait que comment il y a eu, je dirais, l'apparition aussi de YouTubers massifs ici, genre, tu sais, comme là, Shaheen, genre Lewis aussi avec le match de hockey récemment. C'est comme, je trouve que ça incarne un peu le fait que ça s'est vraiment massifié, du moins à l'échelle du Québec. Puis aujourd'hui, tu es comme, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu as gardé le stance un peu d'analyste, mais qu'en même temps, tu t'investis ce culture-là. Comment toi, tu te perçois sur YouTube aujourd'hui? C'est une bonne question parce que j'upload plus, basically, c'est ça qui arrive. C'est la décision comme que j'ai pris d'arrêter de vraiment structurer ma vie autour de uploader des vidéos sur YouTube. Puis je trouve que avec mon parcours, c'est que j'ai tellement été comme profondément dans comme cette culture-là de YouTube. Parce que quand t'es un YouTuber, vraiment, puis c'est ton mode de vie, comme tu vis par ça. Genre, c'est comme, c'est quoi la prochaine vidéo? Comme. Puis c'était ça, parce que moi, c'était ça l'école de YouTube que je venais, que j'avais vu des YouTubers américains qui tenaient ce genre de propos. Puis ça m'est arrivé relativement jeune, genre, de commencer j'avais 21 ans, j'étais genre vraiment à fond, je postais tout le temps. Puis à un moment donné, en sortant de la pandémie, j'avais le feeling que genre, fallait que comme je décroche de obséder sur c'est quoi la prochaine vidéo. Fait que ça s'est fait comme naturellement. Je suis comme, OK, j'arrête d'uploader, j'avais pas vraiment de plan. Puis là, arrivé 2022, j'ai fait comme Assemblée, qui était ma série d'entrevues pendant les élections. Puis quand je l'ai sorti, ça m'a enlevé la paranoïa comme « Ah, ma chaîne YouTube est morte ». Il y a beaucoup de gens qui ont engage avec ce contenu. Puis ça m'a créé une espèce de volonté de travailler longtemps sur des projets. Parce que Assemblée, ça m'avait pris 6 mois à faire. Puis c'était la première fois de ma vie, à 25 ans, whatever, que genre je prenais 6 mois pour faire quelque chose. Puis quand ça a sorti, je me sentais comme un artiste qui sort un album, tu sais. Genre, voici ce que je vous présente, j'ai travaillé longtemps dessus. Fait que là, ça m'a fait revoir comment j'approchais YouTube, dans le sens que qu'est-ce que je veux sortir sur cette chaîne YouTube-là? Je veux que ça feel comme une œuvre, genre. Je veux pas que ce soit comme du slop. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de mes vidéos de vraiment comme mon prime uploading years. Désolé pour les anglicismes, les gens qui écoutent, là, mais genre, juste la version la plus naturelle de moi, il y a des anglicismes. Fait que c'est ça que je te donne, live. C'était vraiment, ça s'apparentait à du slop des fois. Je revois des vieux vidéos que j'étais juste comme, yo, il me fallait une vidéo, tu sais. Ouais, ben c'est l'injonction de poster le plus souvent possible. Comme tu dis, une fois par semaine. Je veux dire, 3 fois par semaine, t'as dit? Mon grind initial, les premiers 3 mois, c'est 3 vidéos par semaine. Je veux dire, n'importe qui est rendu à ce stade-là, tu dis de la merde, là, tu sais, t'as pas grand-chose à dire, là, 3 fois par semaine, c'est beaucoup. C'est ça, fait que, ouais, là, je le vois vraiment comme, OK, je veux travailler longtemps sur des affaires, puis pour les gens qui aimaient cet apport, genre, hebdomadaire, à moi, il y a Café Snake. Exact. Qui est comme vraiment, tu sais, puis Daphné puis moi, on a comme un regard différent sur Café Snake parce que nos 2 apports à Café Snake sont totalement différents. Complémentaires. Puis ils sont complémentaires, ouais, c'est absolument. Ça. Fait que moi, je le vois vraiment comme cette continuité de ma chaîne YouTube où est-ce que j'élabore sur des sujets qui m'ont marqué la semaine d'avant. C'est moins justement dans une analyse vraiment intellectuelle ou même comme poussée. Je trouve que Daphné, les gens, c'est underrated à quel point le contenu qu'elle a mis dans Café Snake depuis 2 ans est comme à the frontier de qu'est-ce qui se fait au Québec, tu sais. Ouais. Fait que, puis je pense que des fois, le contrebalance, parce que moi, je suis là à genre Yaps, sur genre Justin Bieber à Coachella, puis là, Daphné vient de sortir un think piece fucking incroyable, tu sais. Mais je trouve les deux, les gens, ils retrouvent qu'est-ce qu'ils veulent dans les deux, tu sais. Fait que, ouais, moi, je sens que comme si t'étais vraiment, tu veux du content de Mounir, Maire de Laval, whatever, ben, tu peux écouter Café Snake chaque semaine. Mais moi, je vais prendre du temps pour travailler sur des projets que, genre, je vais avoir mis beaucoup de temps, puis de réflexion, puis d'intention, comme derrière. Je trouve qu'avec YouTube, c'était pas tant intentionnel, là. Il y a beaucoup de choses, tu me demandes, c'est comment c'est arrivé. J'ai vraiment suivi l'algorithme en 2019.
J'étais comme, oh my god, j'ai été choisi. C'est vraiment ça le mindset. C'est comme, ouais, ok, oui, je suis un YouTuber. Qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans? J'ai 21 ans. J'ai aucune idée. Aucune réflexion. Puis même quand je suis en remise en question à la mi-vingtaine, j'étais comme, pourquoi j'ai commencé tout ça? Aucune idée. À 25 ans, aucune idée. Genre, ça m'a vraiment donné un vertige. J'étais comme, pourquoi je fais toutes ces affaires-là? Puis là, j'étais comme, c'est pour ça que ça donne l'entrevue de Rad de moi qui comme, j'étais fully dedans. Là, j'étais comme, pourquoi les gens font les choses qu'ils font? C'est drôle, parce que c'est tout documenté, mes états d'âme différents. Ouais, t'as laissé des traces partout, là. Une autre en ce moment. C'est ça. Puis là, je pense à Lewis, là, que moi, j'ai appris à connaître genre dans les 2 dernières années. Je connaissais pas trop avant. Qu'est-ce que tu penses de ce type de contenu-là? Est-ce que ça te rappelle un peu toi à cet âge-là? Mettons Lewis, qu'est-ce qu'il y a? Exemple de toujours constamment produire, tu sais. Parce que là, toi, tu parlais, l'exemple, le fait de sortir une vidéo chaque Mais c'est parce semaine. que tu le vois chez tous ces YouTubers-là. Lewis, c'est encore jeune, mais mettons n'importe qui fait YouTube dans le début de la vingtaine puis hit 25 ans. C'est comme une affaire, c'est un thing, là. C'est midlife crisis de YouTuber. Genre, je suis sûr que c'est documenté quelque part, là. Tu sais, c'est comme. Moi, je trouve comment toutes ces plateformes-là fonctionnent maintenant, c'est tout imbriqué, là. Si tu veux créer une carrière de créateur de contenu, mais moi, genre artiste médiatique, tu sais, j'imagine vraiment la figure du streamer comme la culmination de ces 15 dernières années, parce que le streamer, je le vois comme une espèce de cartoon character qui comme se décline dans toutes ces plateformes-là. Tu peux pas imaginer une carrière sur les médias sociaux, selon moi, là, à son pic qu'on est en ce moment, sans penser à toutes les plateformes. Je vois plus qu'il y a cette idée-là de comme YouTuber, streamer, Instagrammeur. Tu sais, si on veut vraiment le faire au plus haut niveau, là, genre. Ouais. Mais après, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont juste sur Instagram, c'est des beauty influencers qui font. Tu sais, il y a plein de déclinaisons, là, mais si tu veux vraiment comme transcend, être iShowSpeed, genre, il faut que tu te vois comme un être médiatique. Comme Drewski, tu sais. Moi, Drewski, je trouve que c'est l'exemple parfait. Tu vois, c'est qui Drewski? Non, ça me dit rien. Comme Drewski, c'est un comédien américain, un humoriste américain, mais c'est vraiment le plus grand artiste médiatique, genre. Parce que c'est comme, il fait juste nous drop du footage. Puis le footage est utilisé comme tu veux. Il y a tellement beaucoup de memes qui existent, il y a tellement beaucoup de clips qui vivent partout sur Internet, qui sont totalement détachés de ses propres comptes. Genre, il existe sur Internet. Son compte, on s'en fout. Tu comprends? Je pense que c'est ça vraiment. Il dégouline de partout, là. C'est ça, c'est que... c'est pour ça que j'aime l'image du cartoon, parce que c'est comme t'es juste un personnage, puis pour iShowSpeed, c'est le meilleur exemple parce que lui, c'est le plus grand génie de notre époque. Quand je dis ça, le monde sont comme trop ça drôle. Mais iShowSpeed, il a compris très rapidement que le langage, c'était une barrière sur Internet. Fait qu'il il y a beaucoup de ces clips où est-ce qu'il parle pas. Tout est dans les expressions faciales, dans les cris, dans les réactions, puis ça fait en sorte que c'est une des figures les plus connues partout dans le monde. Puis lui, puis il produit du contenu. C'est pas ses comptes qui les rendent populaires, c'est souvent d'autres gens qui les clippent, qui les éditent, puis c'est devenu la personne la plus connue sur Terre, tant qu'à moi. Là. Si tu mets lui puis n'importe qui d'autre dans une espèce de town square en Malaisie, c'est devant lui qu'il va avoir 25 000 personnes. Genre, c'est pas devant fucking Kim Kardashian, genre, whatever. Genre. Ou Guy Nadon. Ouais, Guy Nadon. Ben oui, mais ouais, c'est vrai ce que tu dis sur le cartoon. Maintenant que j'y pense, puis iShowSpeed, puis même Drewski, je suis pas mal sûr que si je le voyais, je serais comme « Ah oui, c'est ça, ce gars-là, genre. » Mais je connais même pas son nom. Genre. C'est ça. Puis là, pour arriver sur ce que tu disais, sur travailler plus sur des pistes, puis avoir une approche plus genre reposer, lean back, puis travailler sur quelque chose, on peut parler de justement ce dont tu viens parler aujourd'hui. Après moi le déluge, allez l'écouter. Et voilà. Fait qu'après moi le déluge, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, puis c'est quoi l'historique peut-être du projet avec ONF? Dans le fond, en 2023, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La Tour s'effondre, qui est comme ma tentative à un vidéo essai. Je trouve que les vidéos essais de masse sont meilleures. Mais dans le montage, vraiment. Ben, le propos aussi, whatever. Fait que là, j'ai fait ça, puis ça apporte beaucoup des idées qui se retrouvent dans Après moi le déluge, mais c'est vraiment plus moi tout seul qui écris un vidéo essai, qui monte un vidéo essai sur comment À ce moment-là, ça partait vraiment d'une émotion raw. Il n'y avait pas beaucoup de recherches qui étaient faites, mais je sentais que le discours constant de blâmer les jeunes sur leurs habitudes de consommation vis-à-vis la crise dans l'industrie culturelle québécoise était un mauvais réflexe
qui était entretenu par ces organes médiatiques qui n'allait culminer à rien de bon. Fait que c'était vraiment une espèce d'affaire de non, vous êtes en crise, ayez un regard introspectif sur comment on est arrivé à tout ça, au lieu de tout le temps faire le financement, les GAFAM, les fait que c'était vraiment, ça part d'une émotion, la tour s'effondre. Puis là, j'ai fait ça, et c'est tombé par algorithmique chance, dans le feed d'un producteur de l'ONF qui l'a vu, Pierre-Mathieu Fortin, pour pas le nommer, et qui m'a dit « Oh, je veux te rencontrer, whatever ». Puis là, ça a pris 2 ans, 3 ans maintenant, à la tour s'effondre. Je faisais notre première rencontre, c'était il y a 3 ans, c'est ça. Puis ça a amené à ça, j'ai pitché des projets, puis on est arrivé à ça, qui est après moi le déluge. Un documentaire qui essaye d'analyser la crise des médias, mais à travers toutes les autres lentilles, comme le financement de l'industrie culturelle. Pas que c'est pas important, mais je trouve qu'on a couvert le sujet. En quoi on a couvert le sujet, genre rapidement? On va pas s'éterniser là-dessus parce que tu dis qu'on l'a couvert, là, mais comment tu brosserais le portrait du financement des médias en ce moment? Bien, il y a un déficit structurel. L'argent publicitaire s'en va sur les GAFAM. Les gens préfèrent acheter des publicités directement sur Meta Ads puis Google Ads. Ça, c'est comme littéralement baseline, qu'est-ce qui se passe matériellement dans pourquoi les médias demandent plus de financement public, parce qu'il y a une fuite de revenus publicitaires. On est tous d'accord, ça arrive depuis très longtemps. C'est pas quelque chose qui arrive depuis pas si longtemps que ça, là. Puis, un des problèmes, quand on structure toute la conversation là-dessus, c'est qu'on va nous vendre le mythe que, en fait, l'argent s'en va plus vite que l'audience. Fait qu'en fait, l'audience serait là, mais c'est juste par justement, la fonction, la structure de Meta Ads puis de Google Ads qui serait plus facile et intuitive à utiliser qu'une agence de placement publicitaire pour faire une pub à la télé, que les compagnies de publicité iraient là-dessus. Fait que ça, je trouve que c'est quand même une discussion intéressante parce que quand je commençais à m'intéresser à ça, j'étais pas conscient de toute la chaîne qui existait pour que tu vois une publicité à la télévision. Il y a plein de middlemen. Moi, je croyais comme, un diffuseur a un département des ventes, les agences de pub ont des contrats, des grosses compagnies. C'est eux. Non, il y a un middleman, il y a une agence de placement publicitaire. Non, il y a genre d'autres middlemen sur genre trouver ton agence de contenu publicitaire. Fait que ça, c'est pour parler du financement privé, mettons, de l'industrie, qui compose quand même pas tant un immense pourcentage de notre industrie culturelle. Tu sais, Radio-Canada, c'est le plus évident, tu sais, c'est 70% du budget Radio-Canada, c'est public, mais c'est un média d'État. Mais pour Québécois, pour tous ces organes, pour Bell, il y a quand même une grosse partie de leur financement qui ne vient pas que du financement privé. Puis je pense que souvent, quand on parle de crise des médias, on va inviter quelqu'un comme Louis Morissette ou comme Pierre Calpelado ou comme le PDG de Bell, de BCE, puis ils vont nous dire comme « Ah, ouais, on a besoin de plus de financement. » Puis qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on l'a entendu. Ouais. Puis comme, il y a une façon, OK, on peut penser à comment qu'on pourrait utiliser les sociétés d'État dans le financement. Ils pourraient acheter plus de publicité native, on pourrait parler de choses pour améliorer la condition publicitaire de l'industrie culturelle, mais ça change pas le fait qu'il y a une immense fuite des auditoires, puis pas juste jeunesse, comme across the board. Fait que c'était ça qui m'intéressait plus. Comme pourquoi? C'est pas juste quelque chose par rapport à la plateforme. Il y a quelque chose qui se passe dans le contenu même et dans la structure décisionnelle de ces gros diffuseurs qui appartiennent, encore une fois, pour revenir au cours de com à l'UQAM, à un ancien monde, tu sais. Puis ça n'a pas encore été mis à jour. Puis j'ai plein de théories sur pourquoi ça n'a pas encore été mis à jour. C'est sûr que ça choque des fois parce que après moi, le déluge, c'est un court-métrage, mais il vient aussi avec un balado que j'ai réalisé à l'ONF avec Catalina Brisegno, qui est la directrice de l'École des médias de l'UQAM, et Karine Dubois, qui est la fondatrice de Pigbois Productions. Puis je disais ça un peu en joke, tu sais, c'est allez le voir aussi, que comme, tu sais, notre industrie culturelle est pas tant tributaire du capitalisme, tu sais. Puis je le dis en général, je le dis comme simplement, juste pour qu'on discute de ça puis que ça perce bien comme dans les algorithmes. Des fois, quand je parle publiquement, je fais vraiment une vraie attention au langage pour que ce soit très simple et qu'on comprenne. Puis je pense que tout le monde fait ça dans les médias. C'est juste que là, moi, je dis ça comme... ou je dis des affaires comme la plus grosse contribution créative des gens qui font le plus d'argent en culture, c'est des courriels. Tu
C'est ça, c'est des phrases, c'est de la provocation, tu sais. Ouais, c'est des bons liners, là. C'est ça, genre. Puis là, quand j'ai dit ça, comme ils réagissent, ils sont comme, ben non, c'est des vrais, c'est matériel pour les gens, ils financent sur des crédits d'impôt qu'ils reçoivent pas. Il y a un gros risque, là. Il faut que tu vas recevoir ton crédit d'impôt, mais il faut que tu le finances, le projet. Fait que, oui, OK, puis là, les diffuseurs vont faire attention au code d'écoute. Puis ça, c'est comme un tributaire du capitalisme, parce qu'ils vendent de la pub avec ça. Fait qu'il y a plein d'endroits où est-ce que le capitalisme intersecte, mais comme at all, genre at large, je pense que j'ai pas le pourcentage exact au moment qu'on se parle, mais de l'argent qui va dans l'industrie télévisuelle québécoise, selon moi, là, je fact-check ça ou edit-le, la majorité est de financement public. Fait que ça nous donne le devoir de parler de ça. Ouais. Ben, au final, c'est un peu pour revenir avec une genre de phrase un peu simple, c'est nos taxes, là. Fait que, on peut-tu en parler de qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-tu un peu ça, genre? Oui, mais essayer de vraiment comme rendre ça assez posé pour pas qu'on remette en question ma volonté profonde que c'est pas parce que c'est on devrait tout enlever nos taxes, tu sais, parce qu'il y a cette tension-là, parce qu'il y a beaucoup de gens socialement sur Internet, dans les sections commentaires, qui pour eux, la décision comme rationnelle, ce serait qu'il n'y ait plus d'argent. Arrêter de financer ça, ouais. Fait que ça, cette tension-là, vu qu'il y a un gros contingent quand même de gens qui pensent ça, parler de cet enjeu-là, c'est touchy. Parce que c'est comme donner raison au monde qui voudrait qu'il y ait $0, tu sais. Ouais. Fait que moi, je suis comme, ouais, c'est beau le financement. Parlons des décisions éditoriales, de la mise en marché, du marketing. Toutes ces choses qu'on n'aborde jamais quand on parle de ça, qui sont abordées dans Après moi le déluge. Puis, même le titre, ça vient un peu de ça, parce que c'est comme, c'est pas après moi, genre, Mounir. Là. Après moi le déluge, c'est venu d'une longue conversation avec des intervenants qui voulaient pas nécessairement comme être dans le documentaire. Puis je réalisais que pour eux, comment qu'ils le voyaient, c'était une classe dirigeante d'une autre génération qui se disait, tu sais quoi, après moi, c'est pas tant mon problème. Fait que c'était ça. Je suis comme, OK, mais... Puis là, justement, le producteur Pierre Mathieu avait dit, ben oui, c'est vraiment comme après moi le déluge. Puis j'ai dit, yo, c'est ça le titre. Ben moi, on dirait que vite de même, je pense, comme ça n'a pas rapport, mais au changement climatique, genre, puis comme à la crise écosystémique, là, c'est un peu ça pour certaines personnes d'une autre génération, tu leur parles, puis c'est comme, ben écoute, moi je vais plus être là, fait que genre... Mm-hmm. C'est ça un peu la métaphore qui est prise aussi avec l'enjeu climatique, qui est comme, ben pourquoi je serais stressé? Moi, j'ai connu genre la télé, là, t'étais pas là quand 4 millions de gens écoutaient La Petite Vie le lundi, là. Ça, c'est la culture québécoise. Pas quand 200 000 personnes... checker un match de hockey, mais je sais pas que ça, c'est la culture. T'sais. Après, c'est ça l'affaire. C'est que je me fais tout le temps prendre dans ce piège-là que parler d'une idée d'un grand rassemblement populaire, c'est mis en opposition avec du cinéma d'auteur fucking niche. Mais non, il faut que les deux existent. T'sais. Puis les gens qui vont mettre en place des espèces d'événements people de pop culture, eux, ils sont influencés par la personne qui a pris le temps de faire un film d'auteur fucking niche. T'sais. C'est deux choses de dialogue, genre ils sont pas en opposition. Il faut que les deux coexistent. Puis je suis totalement d'accord avec les puristes qui ont un regard hiérarchique là-dessus. Genre regardez-le parce que c'est ça qui donne votre swag, tu sais. Oui. Il faut que les deux, ça s'attire puis ça s'éloigne en même temps. Là. C'est comme des... mais ouais, fait que d'abord, on a quand même touché rapidement la nature genre financière ou économique, matérielle de cette crise-là. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend un peu dans ton film? Tu sais, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu vas à la rencontre des jeunes, tu vas leur parler, tu fais des ateliers aussi avec eux. C'est quoi que tu as appris en allant à leur rencontre? Je pense que c'est un peu, genre, quand j'ai écrit le scénario, je m'attendais déjà à qu'est-ce qu'ils allaient dire. J'allais dire, je suis trop tapped in, tu sais, je savais déjà. Moi, je le voulais on tape, tu sais, je voulais qu'on les filme en train de s'exprimer. Mais ils ont rien dit vraiment qui m'a comme vraiment chamboulé, tu sais. Je trouvais ils ont été full nice, puis candide, puis comme honnête, mais c'était télégraphié un peu. J'ai tellement pensé à ce sujet-là, puis comme lu de section commentaires, puis fait du contenu là-dessus, parce qu'il faut y penser. Ma première vidéo ever d'analyse médiatique du contexte de crise des médias, c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Guillaume Lepage versus l'Internet en 2019. Dans cette run-là de moi qui fais 3 vidéos par semaine, où est-ce que je suis comme, Guillaume Lepage venait de faire un discours au Gala Artiste, où est-ce qu'il disait, vous voyez toute l'industrie, on est là tous ensemble, ben nous, on n'est pas en compétition. Puis nos vrais compétiteurs, c'est Netflix, Spotify, YouTube, tu sais. Fait qu'il mettait en scène cette opposition-là, qui est comme quand même vrai, mais en même temps, moi, à cet âge-là, puis à ce moment-là,
vu que je grindais YouTube, je trouvais ça comme une insulte. C'était encore une fois très dans l'émotion. J'étais comme, ben là, moi, je suis sur YouTube, là, genre, il y a plein de Québécois sur YouTube, puis tu sais, Spotify, ça a aidé à démocratiser plein d'artistes qui ont eu une carrière grâce à Spotify, puis il y a plus de gatekeeper, puis tu sais, c'était revendicateur, tu sais, comme vidéo. J'étais comme, ben non, personne m'aurait jamais donné de micro, là, j'en ai un sur YouTube, tu sais. Fait que c'était ça l'énergie dans cette vidéo-là. Mais ça remonte à ça. Fait que j'ai beaucoup engagé avec des, mettons, sections commentaires, avec des gens de mon âge beaucoup plus jeunes. Tu sais, comme j'ai lu les opinions de beaucoup de gens. Fait que je m'attendais à ce qu'ils allaient dire, les jeunes là-dedans, puis qui me disent que, ben non, moi, j'ai rien contre le contenu québécois, a priori, c'est juste que je sais même pas qu'il existe. Je sais même pas, tu sais, il y a un exemple très flagrant dans le documentaire, où est-ce que, dans le fond, pour les gens qui l'ont pas vu ou qui vont aller voir, je dis au monde, dans le fond, pitchez-moi, mettez-vous un petit groupe, puis pitchez-moi votre show de télé de rêve. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Puis là, il y a un groupe de filles qui sont comme, ben non, nous, on a pensé à cette série-là, où est-ce qu'un groupe d'ados sont laissés seuls à eux-mêmes, et ils sont comme sur une île lost type, genre, tu sais. Puis là, il faut qu'ils s'entendent, puis il y a comme un leader, il y a un intello, il y a un triangle amoureux, puis il y a une hiérarchie, puis là, il y a des conflits, tu sais. Puis c'est comme, OK, nice fucking storyline, c'est bon, ça peut être engageant si c'est bon. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu savais qu'à Télé-Québec, l'année passée, ils ont sorti un show qui s'appelle Rouge Forêt, que c'est exactement ça, tu sais. C'est des jeunes qui partent sur une sortie scolaire, il y a un orage, leur chauffeur d'autobus s'en va, puis il disparaît, genre après que la foudre frappe le boss, tu sais. Puis là, ils sont pognés tout seuls dans le bois, puis ils font littéralement des élections pour élire un leader, tu sais. Vu qu'elle a dit ça, c'est comme littéralement le show, tu sais. Textbook. Puis elle savait pas que ça existait, tu sais. Fait que, OK, étudions ça, tu sais, comme pourquoi elle sait pas que ce show existe. Il y a un gap complet, genre, entre deux cultures, là, genre, générationnelles. Ouais, mais c'est un show qui est brandé pour eux. Oui, c'est ça qui est l'ironie, en fait, là. Mais c'est juste, c'est qui était en charge de mettre en marché ce show-là? Il y avait quel âge? Puis c'est qui a dû approuver le contenu? Il y avait quel âge? Puis c'est comment qu'on a conçu la mise en marché de ce show-là? C'est vraiment ça la vraie question, tu sais. Puis là, tu sais, c'est ça dans le documentaire. C'est pour ça que moi, je suis fasciné par Fugueuse, tu sais, dans le documentaire. Parce que Fugueuse, c'est le show que moi, quand je l'ai vu en 2018, la première diffusion, j'étais comme, oh my God, c'est tellement une bonne série. Genre, tout le monde est engaged. Puis c'est pas la plus grande télé, là, mais je me rappelle, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu sais, parce que l'Internet de 2018, c'est quand même pas l'Internet de 2026, mais ça commençait quand même à ressembler à ça un peu. Puis il y avait des memes, il y avait des discussions, il y avait des live tweets d'épisodes. J'étais comme, oh my God, comme on a réussi à créer ce show-là qui nous fait tous être ensemble. Ouais. Puis j'étais sûr que la télé québécoise allait avoir comme, tu sais, ce terme d'entrepreneuriat, mais genre de race to be second. La course pour être deuxième. J'étais sûr que ça allait être ça. Finalement, on est 10 ans plus tard, puis on n'a jamais rien eu de comme proche. Même la saison 2 de Fugueuse, c'est devenu District 31. Tu sais, c'est même pas resté Fugueuse. Qu'est-ce qui faisait en sorte? Qu'est-ce qui explique, selon toi, ce rare moment où est-ce qu'il y a eu un genre de crossover? Ben, pour moi, c'est un terme qui est assez simple, qui est fourre-tout, mais c'est la viralité, tu sais. Je pense que la viralité, c'est le nerf de la guerre, puis moi, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage que toute cette discussion ait été capturée par le mot découvrabilité. Parce que il faut les mettre en opposition, les deux. C'est la viralité qui est importante. Faut être capable. Puis encore une fois, je reviens à Cité Café Snake, mais on a un épisode qui s'appelle La réalité spéculative, puis moi, je crois vraiment beaucoup à ça. Faut se rendre compte qu'on vit dans une époque spéculative, puis la seule chose qu'on peut faire en tant que diffuseur, c'est d'aller au casino. C'est d'essayer sans arrêt. Puis notre objectif, c'est pas d'être découvert, c'est d'être viral. Puis ça, c'est ce que tous les gens qui font des médias aujourd'hui essayent de faire. C'est que les politiciens, les marques, tout le monde cherche la viralité. Sauf notre industrie culturelle qui, elle, chercherait la découvrabilité. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un non-sens pour moi. Puis ça, je l'ai dit au ministre de la Culture en direct des ondes d'ici première. C'est pas comme si c'est de quoi qu'il savait pas, tu sais. Genre, c'est on record. C'est là, je me rappelle pas, Admission Générale ou whatever, l'émission de Eugénie Lépine-Blondeau, ma bad. Sneak diss à Eugénie. Je pense que c'est Admission Générale. Fait que pour revenir à Fugueuse, la viralité. Oui, exact. C'est que Fugueuse, c'est arrivé dans un contexte très particulier. Il y a une scène de rap montréalais émergente qui est en opposition, qui est un peu punk à la scène du rap québécois, rap keb, qui arrive. Fait qu'il y a des figures comme Easy S, Lost, Enima, qui sont dans une espèce de moment d'effervescence jamais vu dans l'histoire du rap montréalais et québécois. Ils sont virales, basically. Et Enima s'est démêlé avec la justice. Il a entretenu ce personnage du proxénète dans ses paroles de chansons, qui s'en va à Toronto, qui revient à Montréal. Il y a toute cette culture qu'il a créée. Et là, tu lances ce show
où est-ce qu'il y a Damien, ce rappeur, qui est aussi proxénète. Donc, directement, ça a généré des mimes. Voir que TVA a fait un show sur Enima. C'était ça, le storyline, en 2018, en real time. Fait que ça, tu peux pas le planifier d'avance. La personne qui a écrit Figures savait même pas c'était qui Enima, tu sais. C'est confirmé, tu sais. Elle avait, genre, fait que c'est comme, c'est arrivé, puis là, il y avait des mimes. Puis là, les premiers épisodes partent, puis là, ils essayent d'émuler la langue qu'on parle à Montréal. Ils nous disent des affaires comme « bye », puis « patinet », puis là, non, puis aujourd'hui, ce serait d'autres mots, tu sais. Puis là, le monde, il clip ça, avant qu'on parle de clips puis de fil algorithmique, mais tu vois, sur Instagram, sur Facebook, avant 2018, Facebook, il y avait encore des jeunes sur Facebook, là, tu sais, c'est comme... Puis là, le monde en parle, le monde font des jokes. Puis là, au début, ça commence, c'est des blagues, tu sais, tout le monde rit de ce show-là. Le monde, le lundi soir, vont checker Figures, puis là, épisode 4 de Figures arrive. Épisode 4 ou 3 de Figures arrive, puis Fanny, elle se fait agresser. C'est vraiment, c'est trash comme épisode. Ouais, je m'en souviens, ouais, ça, c'est troublant, aussi. Puis là, t'es juste comme, oh my god, je suis fucking investi émotionnellement dans ce show-là. Fait que tu finis la saison comme si c'est une saison d'Euphoria, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé avec Figures. Dans le documentaire, Après moi le déluge, on a Denis Dubois, qui lui est arrivé à Québécois en 2019, directeur général des contenus de la programmation, là. Un boss. Puis je lui demande dans le documentaire, est-ce que toi, tu as senti chez TVA que vous aviez fait une analyse? Est-ce que vous étiez conscient de qu'est-ce qui s'était passé avec Figures? Puis il me dit très candidement, non. Fait que ça, je pense, c'est une démonstration très claire d'un problème fondamental avec l'industrie culturelle que je suis content d'avoir réussi à capturer, genre, on tape, tu sais. Ouais, quand même, ouais. Puis c'est pas comme expliqué comme vraiment, comme clairement, comme je viens de le faire live, mais après, c'est ça ma job de comme aller vulgariser qu'est-ce qu'on a vu dans le documentaire, genre. Comment on fait pour la provoquer, cette viralité-là? Ben, c'est encore une fois, c'est la logique du casino, tu sais. Il faut juste essayer, puis il faut essayer de la bonne manière. Puis c'est pour ça que moi, dans Après moi le déluge, tu sais, la figure du producteur médiatique qu'on voit qui est comme alternatif, c'est Alexis Lachance, qui est monteur pour la chaîne Shine, parce que puis j'ai peur, des fois, c'est pas encore sorti, fait que je sais pas trop comment ça va être reçu, qu'on pense que moi, qu'est-ce que je veux dire dans le documentaire, c'est « Ah ben non, la télé, c'est fini, faut tout aller vers l'avenir qu'est YouTube puis des vidéos de game show comme les vidéos de Shine. » Mais qu'est-ce que je veux dire, par exemple, c'est eux, ils ont réussi, d'une certaine façon, à exploiter les leviers de viralité. Intéressons-nous à eux, comment qu'ils font. Puis encore plus d'ambition, intégrons-les dans notre industrie culturelle pour utiliser leur levier de génération d'engagement numérique pour nos œuvres qu'on finance à même les deniers publics, tu sais. C'est tout. Puis ça, c'est une idée que je reprends aussi justement de Catalina Brisegno, qui, elle, parle d'industrie puis de para-industrie. Dans le sens qu'il y aurait une industrie culturelle, puis des espèces de satellites qui tournent autour de l'industrie culturelle. Puis c'est pour s'éloigner de cette idée que moi, j'ai dit à tout le monde en parle, genre fucking, de culture en parallèle. Que genre, j'aime plus du tout cette métaphore de la culture en parallèle, parce que je trouve que c'est l'admission d'une défaite, tu sais. J'aime mieux l'idée de comme d'une industrie, puis d'une para-industrie, ou d'une culture, puis de paraculture, parce qu'en fait, quand on parle d'industrie ou de culture en parallèle, surtout quand tu rentres dans l'enjeu de l'ethnicité puis de l'appartenance au Québec, là, c'est vraiment admettre que, dans le fond, il y a une multitude de cultures, dans le sens que, tant qu'à moi, il n'y a pas une multitude de cultures québécoises, il y a une multitude d'expressions de la culture québécoise qui se rattachent toutes à l'idée de culture québécoise, plus que... C'est ça, fait oui, ça, tout le monde en parle en direct, je dis culture en parallèle, parce que je dis ça fait 5 ans, mais voir la viralité de ce clip-là, puis lire les commentaires, ça m'a comme... Parce que quand t'as un arabe qui est là, qui est comme, ouais, plusieurs cultures québécoises en parallèle, ça a une grosse levée de bouclier, là. Surtout même si je me positionne comme souverainiste, et je suis souverainiste quand ça tente à du monde, tu sais, c'est comme genre, hey, il y a du monde qui savent pas, là, fait qu'ils sont comme, c'est qui ces gars-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Culture, il y en a juste une culture québécoise. Fait que c'est comme, je trouve que c'est... Je pense que l'idéal, c'est genre une culture puis des expressions culturelles différentes qui arriveraient même s'il n'y avait pas de mixité ethnique au Québec. Quelqu'un de Montréal puis de la Côte-Nord ou de la... Tu sais, ils ont un rapport différent, ils ont une expression différente de la culture québécoise. C'est pas rattaché à l'ethnicité, tu sais. Fait qu'au fond, ça serait peut-être, si je comprends bien ce que tu proposes, là, comme alternative, ça serait de provoquer plus de moments fugueux, de ramener les gens vers... Ben c'est essayer de provoquer. Essayer, ouais, c'est ça. Essayer de provoquer des moments où est-ce que les gens vont partir d'Internet puis des plateformes puis vont aller consommer quelque chose
qui participent à un écosystème qui est subventionné puis qui est peut-être plus réfléchi ou pas, bon, qui est pas puis qui plus met en réfléchi. valeur le travail d'artistes puis d'artisans, puis qui est un vrai travail, une série lourde, un film, ces choses-là sont plus intéressantes puis innovantes qu'une vidéo YouTube de game show. Je pense que c'est important de le dire clairement, genre, mais je pense que tout peut coexister, là, tu sais, c'est pas, moi, je veux du cinéma qui prospère, je veux de la télé, de la série lourde, innovante, intéressante, engageante, subversive, tu sais, toutes ces choses-là, tu peux pas nécessairement faire ça sur YouTube. Mais clairement, il y a quelque chose qui s'est passé avec ces YouTubers-là pour générer puis c'est le plus important, une fibre affective, une relation émotionnelle, affective avec du contenu culturel québécois. Fait que du moment que cette génération-là a ça avec des YouTubers, ben c'est proof of concept. Ça peut arriver avec une série télé. Puis après ce mécanisme-là de casino algorithmique, de viralité, ben c'est comme ça que toutes les séries dans tout le monde évoluent maintenant. On n'est pas comme dans un dôme, là, le Québec. Là. On évolue à la même place que tous les autres écosystèmes médiatiques, puis tout le monde est dans la même quête. T'sais. Fait que ce serait pas différent au Québec. On pourrait pas simuler un intérêt pour une production culturelle québécoise en l'imposant sur le feed de quelqu'un. Parce que la vérité, c'est que du moment que tu atteins la viralité, là, du moment que quelque chose a une charge virale, une vélocité algorithmique tellement intense, moi, ma théorie, c'est que peu importe la plateforme où est-ce que ça c'est, les gens vont trouver une façon de l'écouter. Genre, c'est même pas comme paywall, pas paywall. Si c'est un thing, là, si c'est comme Prime, justement, Fugueuse, Euphoria, les gens vont le voir, vont le pirater, vont le checker, vont payer pour. Tu vas avoir une audience. Comme moi, je crois plus à cette idée. Mais peu importe la plateforme, je m'en fous de je crois aux médias, genre juste vraiment brut comme. Parce qu'on évolue dans cet écosystème-là. Les gens parlent. Puis les gens le postent, puis les gens font des edits, puis les gens font des threads sur Reddit, puis les gens on va finir par comme voir ton show, peu importe il est où. Fait que, même cette idée d'avoir une plateforme unique où est-ce qu'il y aurait toutes les productions, je comprends que sur papier, c'est idéal, mais est-ce que même si elle existe, tous ces gens-là vont comme avoir comme réflexe d'aller là au lieu de Netflix? Genre, je pense que ça serait facile puis nice pour le monde qui utilise déjà Tout.tv puis comme Crave, tu sais, mais comme c'est pas toi qu'on essaie de convert live, là, tu sais, c'est comme... Fait que souvent, c'est comme, on pose ça comme la solution ultime. Faudrait qu'on ait notre Netflix, on l'appelle bleu, puis c'est incroyable, tu sais. Oh non, on l'appelle bleu. Moi, j'avais tout le temps bleu ou genre, tout le temps une affaire avec la couleur. Ouais, mais c'est ça, c'était comme c'est ça, c'était le panier bleu, là, qui voulait que ce soit le Amazon. Mais tu sais, ils font ça un peu avant le crash, justement, on est en train d'écouter la saison 3, continuité de Daphné. Ouais, c'est vrai, elle disait ça, ouais. La saison 3, c'est comme ça, ils réussissent à vendre au gouvernement, whatever, c'est une firme de hedge fund ou whatever. On va sauver la souveraineté numérique du Québec. Je trouve ça drôle qu'ils aient fait ça avant le crash. Mais tu sais, moi, ça revient à cette affaire-là qu'est-ce que je vois évoluer dans l'industrie culturelle at large, partout dans le monde. Puis ça arrive aussi au Québec. C'est que tu as une classe managériale sous-armée, sous-éduquée technologiquement de littératie médiatique vraiment intense, là. Puis tu as des hustlers qui sont comme, ben yo, moi, les algorithmes, ben oui, comme convert rate, conversion, rétention, ils disent plein de buzzwords, ben oui, thumbnail, 3 premières secondes, blablabla, ils disent tout, puis là, t'as quelqu'un qui a pas la littératie médiatique pour comprendre, qui est comme, oh mon Dieu, c'est toi qu'on avait besoin tout ce temps-là. Fait que genre, je pense qu'il faut faire attention aussi, genre, on est dans un moment full comme fragile, parce que moi, je vois que ça avec de l'optimisme, genre, je crois full que l'unicité culturelle québécoise va perdurer. Je suis zéro défaitiste. C'est juste qu'il faut une adaptation profonde. Mais dans cette adaptation, il va y avoir beaucoup de hustlers qui vont faire genre, moi je sais comment te faire rendre viral ou whatever. Parce que c'est vrai, c'est difficile là, à pitcher là, à une boîte de prod ou à un diffuseur qui fonctionne avec une bible, puis avec des plein de gens qui sont impliqués d'une pratique qui a été développée depuis 50 ans. Si tu parles à Radio-Canada depuis 100 ans, tu sais, c'est tough là, de faire comme non. Dans le fond, vous devriez tout investir dans faire des clips sur TikTok. Mm-hmm. Je pense aussi vite de même à Heated Rivalry, là, que quand tu parlais du paywall, les gens ils s'en foutaient là, que ce soit sur Crave, là, puis ça a tellement circulé, puis ça a dégouliné de partout, puis ça a percolé dans plein d'univers. Là. Puis c'est comme, qu'est-ce qui a rendu ce show viral? Littéralement, des clips puis des edits. Puis qu'est-ce qui a rendu The Summer I Turned Pretty populaire? Des clips puis des edits. Puis Outer Banks, des clips puis des edits. Là, on est dans l'ère du clipping, genre. C'est ça. Il y aura pas d'autres choses. Empathie, qu'est-ce qui l'a rendu populaire? C'est du bouche à oreille. Il y a pas de clips vraiment qui ont go méga viral. Fait que c'est sûr que ça peut arriver par bouche à oreille, un succès populaire. Mais là, après Empathie, je serais curieux de voir les chiffres, genre. Je suis sûr que dans notre écosystème,
Puis même At Large, je trouve que c'est une bonne série qui a été vraiment écoutée Ça, sur je pense que c'est plus un Crave. succès critique, là, quand Mais même. c'est ça, mais je me demande à quel point c'est comme, justement, si j'étais dans ce cégep que j'étais, est-ce que vous avez vu Empathie? Je pense que c'est un succès millénial aussi, Empathie. Ouais. Est-ce que tu penses que les médias traditionnels, traditionnels, je sais que c'est un genre de terme galvaudé, là, mais bon, l'industrie culturelle plus classique, est-ce que tu vois un rattrapage dans la dernière année de ces pratiques-là? Est-ce que tu as des exemples de trucs que tu es comme Je pense bon move, que ça depuis commence 2 ans, même plus que depuis 1 an, il y a quand même un changement de pratique. Tu sais, comme des exemples comme Télé-Québec maintenant, qui publie beaucoup sur YouTube, qui publie des documentaires complets sur YouTube. L'ONF, qu'est-ce qu'ils vont faire là avec On Film? Radio-Can, qui essaie des affaires avec le clipping, qui essaie des affaires avec sortir du footage des plateformes. Il essaie de comme donner du contenu aux plateformes, mais pas juste du contenu promotionnel. Genre. Essayer de créer un contenu avec en tête l'idée que c'est consommé sur TikTok. Puis le but, c'est d'avoir un succès, mettons, sur TikTok, tu sais. Fait que je sens qu'il y a un changement, puis pour moi, qui évolue là-dedans, puis qui a donné beaucoup de panels sur comme les habitudes de consommation de la Gen Z, ou sur ça, comme il y a vraiment une ouverture que peut-être, moi, j'étais pas dans ces pièces-là avant, fait que je pourrais pas te dire en 2019 c'était comment, mais clairement, là, la chute des auditoires, le positionnement du rapport du groupe de travail sur l'avenir audiovisuel qui nous parle littéralement de souffler sur des braises, tu sais, c'est comme, il y a vraiment, on a accepté ça, que l'industrie va très mal, puis il y a un problème de rapport affectif avec les jeunes, principalement, mais avec tout le monde, moi, je dirais. Fait que ça, le fait que ce soit comme accepté, c'est déjà une bonne chose. Après, comment c'est cadré, et moi, je trouve qu'il y a des problèmes avec le fait que quelqu'un comme Louis Morissette va tout le temps demander comme plus d'argent, quand je pense pas que c'est vraiment ça comme la solution optimale. For sure, tout le temps nice, plus d'argent, tu sais. Mais encore là, l'argent il va à qui, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que je pense qu'il y a un changement de ton, puis je pense qu'il y a une confusion qu'il faut comme éviter de tomber dedans. Tu sais, quand on parle d'industrie culturelle au Québec, puis même dans mon documentaire, je parle beaucoup de télévision, tu sais. Puis le Québec, c'est un peuple de télévision, tu sais, comparé à genre, notre pop culture. Comparé, mettons, aux Français, qui serait plus un peuple, justement, de cinéma, tu sais. Tandis que, je dis pas qu'on n'a pas de cinéma ici, mais juste dans la pop culture, quand on va parler de la grandeur de la pop culture québécoise, on va souvent faire référence à des shows de télé. À Les Boys, comme Lancer Compte, à Les Boys qui est un film, actually, mais genre à La Petite Vie, Les Bougons, tout ça. Tu sais, on va faire référence à ça. Fait que ça, on confond, moi qui ai un propos sur la pop culture québécoise, aux beaux-arts, à la littérature, au cinéma, au film d'auteur. Tu sais, moi, je parle pas de ça. Genre, j'ai aucune réflexion critique sur le Conseil des arts. Tu sais, genre, c'est comme, c'est pas comme mon champ d'expertise. Tu sais, moi, je parle vraiment comme du mainstream, genre, qui est de quoi de full important à théoriser puis à parler parce que ça va toujours exister comme, on va jamais exister tous collectivement comme société avec tout le monde qui est full deep dans les zines, tu sais. Puis là, je parle pas de zine de genre push de nicotine, là. Je parle de zine. Ouais, non, les zines, genre. Les petits pamphlets poétiques. Oui, c'est pas tout le monde du jour au lendemain qui vont lâcher, LCN puis commencer à lire des zines féministes. Ouais, c'est ça. Genre. Fait qu'il faut entretenir une pop culture comme vraiment intéressante. Puis il faut qu'il y ait des acteurs avec de l'idéologie ou genre une réflexion, un rapport critique au monde qui font partie de ça, tu sais. Puis c'est pas en le disant textuellement dans une production mainstream. Tu sais, tout ça passe par genre plein de choix plus subtils, là, tu sais. Fait qu'il faut créer des ponts. Il faut créer des ponts viraux. Ouais, des ponts viraux, des avirons. Tu sais, c'est ça. Là. Après, je pense que c'est un peu une question. C'est pas une vraie question que je te pose parce que j'ai pas la réponse puis t'as pas la réponse, mais qu'est-ce que, d'un point de vue plus genre macro, comment tu penses qu'il faut négocier le rôle des plateformes là-dedans? C'est-à-dire de ne pas, j'imagine, se soumettre complètement à ça, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix. Puis, tu sais, on se parle en ce moment sur des plateformes, là, toi et moi. Fait que, comment tu négocies ça? Est-ce que tu as une vision post-plateforme, para-plateforme, tu sais? C'est parce que, ouais, c'est ça, je me demande. Ben, c'est sûr que mon aspiration, si j'avais le contrôle sur tous ces leviers-là, moi, j'aime beaucoup l'idée
du feed, tu sais, comme l'idée de genre, tu sais, on parlait de ça comme quand on s'était rencontrés avec les podcasts et tout. J'aime le modèle du fil RSS, là, des podcasts, tu sais. Moi, j'ai tendance à croire qu'un jour, genre, tout ce que les médias vont fournir, c'est des flux, genre, de médias, puis que toi, tu vas pouvoir checker ça sur ta plateforme de choix, tu sais. Comme si tu pouvais input, comme, le fil de télé ou le fil de Netflix ou whatever. Mais, tu sais, quand on parle de médias sociaux, là, je pense que le combat est fini. Il y a une défaite. Genre, il y a une adaptation à une réalité, tu sais. Genre, c'est pour ça que j'en parle dans le documentaire. S'il y a un moment où c'était pour arriver, c'est quand le CRTC a décidé de ne pas s'impliquer dans l'Internet au milieu des années 90. Parce que là, après, comment l'écosystème est bâti en ce moment, tu pourrais pas faire comme, on va fermer l'Internet. Genre, tu sais, c'est totalitaire. Tu peux pas faire ça, là, genre. Fait qu'il aurait fallu comme structurer le milieu de l'Internet autour d'un protectionnisme comme la télévision l'a été. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Fait que là, on est tributaire de ces décisions-là en ce moment. Fait que moi, je pense que oui, il faut mettre l'emphase sur comme... je pense que ça le fait déjà, puis ça va le faire sur utiliser ces leviers-là de rassemblement pour faire des événements physiques, tu sais, comme qu'on est tous comme ensemble vraiment, tu sais. Mais après, dans la consommation médiatique, moi, je pense humblement que comme la bataille est perdue. Puis, genre, pas pour le streaming, mais vraiment pour les médias sociaux. Fait que c'est de quoi de différent. Je nous vois pas comme interagir tous soudainement, puis nous déconnecter du monde aussi sur comme d'autres plateformes, tu sais. Parce que moi, je value full que il y a toute la planète sur Twitter, tu sais, ou sur Reddit, ou sur Instagram. Puis je pense que ça fait partie d'exister en tant qu'humain en 2026. Fait que c'est comme ça que c'est organisé, les communications maintenant. T'sais, c'est full défaitiste, mais en fait, c'est juste réaliste, puis de s'adapter à ça, puis de créer des leviers alternatifs, créer des communautés, avoir un endroit où on a du agency, on a de l'agentivité sur Internet, mais comme vraiment les fils puis les algorithmes, je ne nous vois pas comme prendre le contrôle de ça. Puis je pense que c'est qui, dans le fond, qui prendrait le contrôle de ça? Les gouvernements, genre? Est-ce que c'est vraiment vers ça? Fait que oui, les tech bros de la Silicon Valley, ils ont comme ça, ils ont ça. C'est passé, tu sais. C'est social network. On est vraiment full circle. Ouais, on revient à ça, exact. Mais c'est de se dire, bon, on peut rien y faire, mais on va aussi bien utiliser ce véhicule-là pour construire à côté, c'est un peu ça? Ou genre pour proposer à côté? Ben, non, pour occuper l'espace. Il y a ça. Il faut créer des choses pour occuper cet espace-là parce que moi, ça c'est très, ça devient personnel, là, mais c'est juste parce que moi, je pense que au Québec, on peut créer des espaces qui vont attirer d'autres Québécois, puis même partout dans le monde, parce que je crois comme à l'espèce d'exceptionnalisme québécois. Tu sais, c'est très chauvin, là. Mais tu sais, c'est juste comme ça. Moi, je crois que, genre, pound for pound, on a les meilleurs cinéastes, on a les meilleurs auteurs, on a les... Tu sais, moi, je préfère voir ça comme ça. C'est comme une décision, genre, je crois qu'on est incroyable, tu sais. Puis comme, pourquoi ne pas le croire? Tu sais, moi, j'ai vraiment de la misère. Tu sais, je comprends, moi, je sais pas, peut-être que c'est pas tout le monde qui a un contrôle de même. Je me verrais pas, en fait. Peut-être c'est comment je suis comme, on est incroyable, tu sais. On a les meilleurs cinéastes, les meilleurs auteurs, les meilleurs podcasters aussi, tu sais, pourquoi pas, puis les meilleurs YouTubers. Fait que, faut juste créer des affaires, puis donner, vu qu'on est moins, des opportunités, des ressources aux gens pour créer des choses sur ces plateformes-là. Pas juste sur la télé, ou que le contenu qui est généré. Parce que c'est pour ça que c'est arrivé à l'ONF, moi, c'est que rendu en 2022-2023, j'avais cette obsession de comme, il y a toute cette industrie qui existe, puis là, moi, j'ai ma chaîne YouTube. Genre, faudrait qu'on arrive à produire des choses ensemble. Faudrait que je puisse produire, j'utilise les leviers de production, puis que le content finisse sur YouTube. Fait que puis ça devient, genre, ce docu, genre, c'est parti de cette impulsion-là. Ouais, ben en fait, c'est intéressant. On peut comme pencher vers une genre de conclusion. J'ai comme une couple de questions en fin d'interview, mais je trouve que ce que tu viens de dire, ton genre d'élan chauviniste, tu sais, comme que tu le dis, à chaque fois que je pense à toi ou au truc que tu fais, il y a comme la petite phrase qui me vient en tête qui est "It's for the culture". C'est toujours ça, c'est comme yo, je vais encourager ça juste parce que c'est nous, we are there, genre on le fait pour la culture en général, la culture keb, genre. Comment tu
tantôt, tu en as parlé un peu, là, mais comment tu vois cette superposition-là? Tu as parlé de l'événement de hockey, là, comment tu as vécu ça, en fait, puis comment ça s'inscrit dans cette culture-là, dans ce... Puis après, je te lancerai un peu sur le souverainisme, là, puis tout, la politique plus. Je pense que c'était l'évolution naturelle de l'industrie ou le milieu de la production de contenu médiatique indépendant. C'est arrivé partout dans le monde, tu sais. Puis le sport, c'est le levier le plus facile à exploiter pour comme créer une confrontation qui est encadrée, qui a des règles, puis les gens comme choisissent un camp. Là, dans cette mise en récit, il y avait la logique de l'âge, là, les vieux contre les jeunes. Fait que c'est des thèmes très simples, tu sais, qui sont très facilement comprenables à n'importe quelle partie de cette mise en récit. Tu sais. Parce que moi, qu'est-ce qui me fascine le plus sur toute cette affaire de match hockey, c'est comment l'histoire a été racontée. À travers la production de stream, qui a été déclinée en vidéo YouTube, qui, elles, sont déclinées en stream. Moi, c'est ça qui, genre, me fascine. Puis Lewis qui incarne ce héros, ce cartoon, ce protagoniste qui confronte Olivier Primo, qui a comme plein d'idées reçues dessus, qui a un gros héritage médiatique. C'est quelqu'un de legacy, dans le fond, parce que c'est comme, il vient de... Sa télé-réalité sur le Beach Club, c'est sur Musique Plus. Musique Plus, ça n'existe même plus. Fait que c'est comme... Et il y a tout ce récit-là qui m'intéresse. Puis le fait que ça a donné le plus gros stream de l'histoire du Québec, moi, je le savais déjà avant même qu'on lance le stream. Puis j'en parlais 2 jours avant avec Lewis, puis il le voyait pas. Puis j'étais comme, non, bro, ça va être le plus gros stream de l'histoire du Québec parce que ça a fonctionné partout ailleurs. Quand ce genre d'événements ont déjà été organisés. Fait que j'étais juste comme, okay, moi, j'étais plus comme en mode enfin. Puis comme ça a donné que c'était avec Olivier Primo, mais tant qu'à moi, ça aurait pu être avec n'importe qui. C'est juste que ça a été un bon antagoniste à notre protagoniste qui est Lewis. Parlant d'Olivier Primo, c'est les moments d'élection bientôt. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi tes takes, tes prospections pour l'avenir politique? D'Olivier Primo? Tu peux en parler si tu veux, mais il a genre flirté avec l'idée de se présenter. Je pense que c'était une affaire d'ego trip, man. C'est quand LCN a rage bait, genre Clip Farm, en fait, plus, avec sa tête sur le graphique des potentiels prochains premiers ministres, tu sais. Eux sont comme, tu sais, LCN puis TVA en général sont juste comme, ça va vraiment pas bien, là, puis c'est dommage, tu sais, comme, dommage. Tu sais, c'est juste qu'il y a des gens qui travaillent là dans un contexte parce que c'est comme vraiment précaire pour eux, genre. Fait qu'ils sont juste sur le clip farming, tu sais, c'est comme fou à voir. Puis, fait que là, ils ont mis la tête de Lee là, puis lui, il a juste indulge là-dedans, mais ça fait tellement du bien à l'ego de... pour lui, là, dans son schéma de valeur, on m'envisage comme premier ministre, comme wow, le pouvoir. Mais pour les élections qui s'en viennent, hey, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, la journée qu'on enregistre, c'est comme le sondage Palace Data qui vient de sortir, Charles Milliard numéro 1, PSPP numéro 2, tu sais. Puis c'est fou, genre, parce que je l'ai dit à PSPP l'été, à Ima Corner à la Saint-Jean, au parc La Fontaine. Genre, je venais de sortir les nouveaux souverainistes, il y avait un gros hype sur ça, puis il était comme « Oh my God, j'ai vu ça, nan, nan. » Puis moi, j'ai comme pris un moment pour faire comme une espèce de review de sa dernière année, tu sais. J'étais comme « Ok, t'es là, on parle, genre. » Comme, on a pris 15 minutes, j'étais genre en plein... C'est lui qui m'a aligné. Fait que là, j'étais comme « Moi, ça, t'as fait ça, c'était pas bon. Ça, t'as fait ça. » Tu sais, j'étais comme « T'as été trop dur avec Caron de Boisy, bro, rien fait. » Tu sais, j'étais comme vraiment en mode critique, puis il était full réceptif, il a engage dans ce processus-là de moi qui le critique, tu sais. Puis ça s'est fait full naturellement, je suis pas trop compris, genre. Puis j'ai dit, bro, c'est pas pour ça que t'es numéro 1 dans les sondages. Genre. C'est pas ça qui a amené que t'es devenu numéro 1 dans les sondages. Les gens ont le souvenir de toi en 2022, qui était full candide, puis comme, qui avait réussi à comme enlever le PQ de cet héritage de comme PKP qui lève le poing dans les airs, puis comme on va faire du Québec un pays, genre, puis comme la charte, puis tout ça. C'était comme oh my God, ce gars raisonnable, man, il aime le Québec, man. Moi aussi j'aime le Québec, man. Moi j'aimerais ça que ce soit un pays, puis genre tu sais comme qui est comme ouais, je comprends, tu sais qui est comme un peu comme un rassembleur derrière sa candide, genre tu sais juste comme. Puis là, il s'est complètement éloigné de ça, tu sais, puis il est devenu comme vraiment comme confrontant, puis tout le temps à la charge, puis tout le temps un bourreau qui l'attaque, le régime, nanana, tout ce langage-là. Puis c'est sûr que si on te présente tout le temps comme ça négativement dans les médias pendant 1 an, genre ta montée dans les sondages en est va s'essouffler, tu sais. Mais moi, live comme théorie que j'ai, parce que comme je vous dis, on est la journée que ça vient de sortir. Moi, je pense que peut-être c'est la meilleure affaire qui aurait pu arriver au PQ de pas rester numéro 1 tout l'été, tu sais.
Parce que là, ils vont mettre un peu plus de pression sur Milliard. Puis là, Lelo, puis j'ai l'impression que PSPP va être meilleur en campagne que Milliard. Parce que c'est un bon campaigner, PSPP Tib. Fait que, puis Milliard, tant qu'à moi, live, c'est le vide sidéral. C'est genre... Oh, ouais, ça me fait capoter, genre... Je l'écoutais à Midi Info tantôt, c'est comme... Puis il dit des affaires, maintenant, je suis content, parce qu'il dit des affaires, tu sais, ça rend même pas compte les... Ah, moi, je crois pas en ça, la troisième voix. C'est comme, de quoi tu parles, bro? Là, le clip est parfaitement là. Genre, je trouve pas qu'il y a la dégaine d'un politicien. Il y a pas les... Ouais, peut-être qu'il va... Puis tu sais, Queer Medium Seigneur dit tout le temps, genre, que Charles Milliard mug PSPP. Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que Charles... On va la recevoir pour avoir son take là-dessus. Puis, qu'est-ce que... Ben, tu sais, j'imagine que tu as en masse de critiques de la CAQ, mais qu'est-ce que tu penses du ministre que tu pourrais remplacer, le ministre de la Culture? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu mets ça sur moi? Juste pour te rage bait. Mathieu Lacombe, pour vrai, je pense qu'il est vraiment plus intéressé dans son legs personnel que dans le legs du gouvernement de la CAQ. Puis, dans la classe managériale de l'industrie culturelle, c'est quelqu'un d'extrêmement aimé. Parce que je pense qu'il a quand même réussi, puis il faut lui donner dans les 4 dernières années, comme à mettre cette discussion de l'avant, puis à convaincre le gouvernement de comme faire des sorties sur la culture, de faire des projets de loi. Tu sais, est-ce que je suis pour ces projets de loi en tant que tels? Est-ce que la mise à jour de la SODEC était due? Oui, genre, tu sais, comme ça aurait dû être fait il y a 10 ans, tu sais. Fait que, OK, là, parce que, tu sais, toutes ces institutions-là, comme la SODEC, on voudrait qu'ils soient plus flexibles, mais qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? C'est enchasser dans des lois. Fait que c'est comme, tu peux pas rien faire, là. C'est une loi là, qui décide qu'est-ce que Télé-Québec, mettons, fait. Tu sais, dans le rapport du GTAC, ça dit Télé-Québec doit devenir Netflix. Doit non seulement diffuser, mais aussi produire du contenu. C'est pas comme ça que notre industrie est structurée en ce moment. Fait que, genre, si tu voudrais que Télé-Québec commence à produire du contenu, il faudrait que tu changes un texte de loi. Fait que c'est comme... Puis je trouve que Mathieu Lacombe, il essaie vraiment de se détacher un peu. Là, il est vraiment soutenu Fréchette, là, mais je pense qu'il est vraiment investi dans comment on va se rappeler de lui comme ministre de la Culture, qui a comme essayé de sauver la culture. Genre. Est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas trop, on va voir. Genre. Ouais, on va le découvrir. On va le découvrir. Ben c'est ça, tu sais, j'ai fait la blague, genre, que tu pourrais le remplacer, mais parce que c'était une de mes questions. Qu'est-ce que... Si Mounir était le ministre de la Culture, parce que tu t'intéresses à ses politiques culturelles puis à ses dynamiques industrielles, quel serait le move? On en a déjà un peu parlé, là, mais tu sais, comme de favoriser la viralité, l'interconnexion, les ponts viraux, justement. Quel autre truc auquel tu penses rapidement, là? S'il y en a. Je pense que ça va être quand même... Puis ça ressort du fédéral, mais mettons dans ton scénario, le Québec est un pays, là, mais genre... je pense que les gens qui décident, là, qui ont du pouvoir décisionnel éditorial sur les productions de nos diffuseurs, là, ce poste-là, parce que c'est un poste, là, des comités, whatever, mais il y a tout le temps une personne qui tranche, là, ça devrait être électif. Ça devrait pas être tributaire de l'ancienneté. La personne qui approuve si Radio-Canada fait telle ou telle série, ça devrait pas être quelqu'un qui est là parce que ça fait 30 ans qu'il est à Radio-Canada. Puis je pense qu'il devrait avoir un roulement. Ça doit être plus démocratique. Ouais, comme, tu sais, je vais pas prendre la logique du Conseil des arts comme un comité de pairs, whatever. Comme ça, peut-être ça deviendrait trop, genre, intense, tu sais. Mais je pense pas qu'on peut, genre, des aussi gros leviers de production peuvent être contrôlés par une personne qui est là de facto parce qu'elle a elle a monté l'échelle corporative comme avec bris. Comme c'est tough là, être un corporate warrior. Là. Moi, je les vois là, dans ces divisions. Il y a du monde qui sont en mode corporate, puis moi, je suis plus out there à mettre ma face puis dire des affaires. Puis c'est le gamble que je prends. T'sais. Je dis pas que je vais me rendre CEO de Radio-Canada, là, mais je veux avoir genre une espèce de changement. Je veux que, mettons, le propos du film, je voudrais qu'il soit comme appliqué. Je voudrais qu'on en discute. T'sais. Fait que c'est comme, il y a 2 routes. Genre, est-ce que tu veux aller vraiment... Puis j'ai tellement de respect pour du monde qui sont comme un peu... Je trouve qu'on est méchant avec le monde qui ont des idéaux, mais qu'ils ont décidé de rentrer dans la structure corporative pour essayer de comme juste genre avoir un petit impact de changement, juste porter un discours différent du discours dominant là-dedans. Puis je trouve qu'on est trop méchant. Ben, on est vite sur le sell-out, là. On est trop comme « Ah, tu voulais un chèque stable, whatever. » Non, c'est comme « Non, bro, genre, actually, qu'est-ce qu'on fait d'autre? » Tu sais, c'est tout le temps, c'est le fantasme de la révolution. Tu sais, c'est comme... C'est genre, non, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, c'est tout détruire, tu sais. Mais c'est comme, really, genre, live, tu sais, c'est comme, c'est tough, là. Tu sais, je pense que le plus proche qu'on... Ah non, je m'en dire une affaire cuisine.
Non, mais c'est ça ce que je vous ai dit avant de rentrer ici, c'est que je savais ce setting, cette mise en scène, tu dis des affaires. C'est prise de tâche, yo. Oh fuck. Ben moi, ça me fait penser à Steven Guilbeault, là, genre le genre de figure qui était militante, qui a fait le crossover en fait de genre de militant qui dit des choses, qui a un idéal, puis qui passe de l'autre côté où est-ce qu'il essaye de faire. Tu sais, c'est ça qu'il a dit là dans toute sa carrière. Politique, c'est plus tough. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, je parle vraiment. Je parle pas de moi de changer les néolibéralismes. Là. Je parle de changer l'industrie culturelle keb, mettons. Genre, qui est comme plus comme atteignable, mettons. Ouais. Que le gouvernement du Canada. Lockheed Martin, puis fucking Total Energy. Non. C'est sûr que c'est des échelles différentes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'imagine qu'il y en a des genres de Steven Guilbeault à Radio-Can ou Télé-Québec. Il y en a partout. Ouais. Tu parles un peu, puis le monde, c'est comme, oh my god, je suis tellement d'accord avec toi. Genre, ça fait des. Mais tu sais, c'est comme. Parce que moi, au début, j'étais full convaincu que c'était une affaire d'âge. J'étais comme, de toute façon, ça va se régler parce que les millennials, au début, j'étais comme les millennials, puis les Gen Z vont tranquillement comme avoir des postes décisionnels dans les institutions culturelles. Puis finalement, c'est comme, non, mais pour te rendre à avoir un poste dans une institution culturelle, il faut tellement que tu aies bu le Kool-Aid un peu, genre. Puis là, tu te mets à répéter des affaires qui sont nonsensical, tu sais. Fait que c'est comme tough d'être dans un meeting avec plein de gens, puis de dire être à contre-courant, genre. Fait que là, ça me fascine full, genre, comment la bureaucratie fonctionne. Mais genre, vraiment dans un point de vue comme matériel. Ouais. Puis j'ai jamais vraiment été dans des office space comme ça. J'ai travaillé dans des centres d'appel, mais centres d'appel, c'est très individuel. Ouais. Comme tu as un rapport tout seul avec ton boss, mais il n'y a pas de décisions de groupe qui sont prises. Ben, ça pourrait être un prochain essai vidéo sur les décisions de groupe. Ouais, mais c'est ça. La bureaucratie. Je sais pas, moi, j'ai décidé que je prenais quand ce cycle de ce documentaire-là, puis après, il y aura l'accouchement, je vais devenir père. C'est comme une new era. Ouais, c'est vrai que c'est... Moi, j'arrête, genre, j'aurais donné mon thesis sur l'industrie culturelle après, moi, essayer des affaires. Ben ouais, yo. Merci. Masse. Je pense que c'était bon. Ouais, c'était pas bon.